La vérité en face, je vous le disais avec Jérôme Fourquet. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous écrivez ce livre, Métamorphose française. Alors vous avez déjà écrit et décrit la situation et l'évolution de la France depuis 50 ans, hein, avec des livres qui sont devenus des références. L'archipel français, bien sûr. Là, c'est une photo, une grande photo de la France, en fait, actuellement. La France complètement chamboulée en l'espace de 50 ans. Alors vous insistez un petit peu et vous décrivez tous les secteurs de la société, de l'économie, la politique, les questions de religion. Mais vous insistez aussi sur deux points, je trouve, notamment notre modèle économique, bien sûr, totalement déstabilisé, et puis une France sous tension, qui était décrite d'ailleurs tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin et son invité Louis Alliot, notamment avec les violences urbaines et les trafics de stupéfiants. Vous parlez des quartiers chiites et des autoroutes du H. Ça a complètement changé, ça, en l'espace de quelques années? Oui, alors c'est un phénomène qui est maintenant assez ancien que celui du trafic de drogue, mais compte tenu du nombre tout à fait spectaculaire de consommateurs, eh bien, ce trafic a pris des proportions dantesques. Il y a quelques années, quand Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur, il avait réalisé une opération de transparence en indiquant qu'il y avait 4000 points de deal recensés en France. Donc à raison de 100 départements, je vous laisse faire le compte. Alors certains sont plus touchés que d'autres, mais ce qui était fascinant, et ce qu'on voit dans l'actualité quotidienne et que Sud Radio relate régulièrement, c'est que aujourd'hui, la moindre sous-préfecture, la moindre ville de 10 000 habitants compte son quartier sensible et son point de deal. Et on a vu ce qui s'était passé. Poitiers n'est pas une sous-préfecture, mais à Poitiers, à Valence, ces derniers jours. Donc on voit comment les points de deal se sont densifiés partout sur le territoire, une espèce de métastaïsation. Et puis, comme on produit un peu de hashish en France, mais pas beaucoup, il faut faire venir cette drogue. Et donc c'est toute la problématique des go-fast. Vous receviez Louis Alliot tout à l'heure, et Perpignan est sur un des axes de remontée du cannabis qui est produit massivement dans la région du Rif au Maroc. Et on a fait dans ce livre une cartographie des autoroutes où on avait recensé toutes les interceptions réalisées par les forces de l'ordre, par centaines de kilos. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce phénomène est ancien, mais qu'il a pris des proportions qui sont aujourd'hui dantesques. Oui, parce qu'auparavant, il y a 30 ans en arrière, il y avait déjà du shit, des quartiers shit, mais c'était aller dans quelques grandes agglomérations, quoi. Ce n'était pas répandu sur tout le territoire, dans les petites préfectures, sous-préfectures, quoi. Tout à fait, donc ça veut dire un nombre croissant de consommateurs, un nombre croissant de personnes impliquées, de plus en plus jeunes, les fameux guetteurs, les choufs, les convoyeurs, maintenant aussi ceux qui vont être enrôlés via les réseaux sociaux pour aller tuer à gage des concurrents. Et face aux sommes colossales qui sont brassées, c'est l'État républicain qui est aujourd'hui déstabilisé, qui est menacé. Ce que Bruno Retailleau a indiqué ces derniers jours, il est resté très flou, on le comprend pour des raisons d'enquête judiciaire, mais il a indiqué que face aux sommes d'argent gigantesques qui étaient brassées, nous avions déjà sur le territoire des processus de corruption qui se mettaient en place, corruption d'élus locaux, corruption de fonctionnaires. Les gens des douanes, si on prend le cas du port du Havre, donc là c'est pas le cannabis, c'est la cocaïne qui rentre par tonnes. Les sommes brassées sont gigantesques, et donc on a des agents portuaires, des douaniers qui peuvent être corrompus. Et quand on regarde l'histoire de notre pays, l'État central a toujours été très puissant, et jamais, hormis des périodes troubles comme celle de l'occupation et de la résistance, jamais le monopole de la violence physique légitime qui est conféré à l'État n'avait été remis en question sur quelconque parcelle du territoire national. Ce n'est pas une exagération, ça, non? Certains disent non, attendez, ça n'existe pas, ça c'est du fantasme. Alors on nous dit il n'y a pas de zone de non-droit. Alors et on nous dit ensuite la police peut aller partout. Mais quand il faut être 150 ou 200 policiers pour ratisser les caves d'un grand ensemble, on peut pas dire qu'on est dans une zone où le droit républicain s'applique. Tout le monde sait, les élus locaux savent que dans certains quartiers, aujourd'hui, physiquement, le contrôle est exercé par les dealers avec des chicanes en béton, avec des checkpoints
jour et nuit, on va demander la carte d'identité aux habitants pour rentrer chez eux. Et tout ça est une triste réalité. Si on regarde la culture populaire, pour essayer de prendre conscience du basculement qui s'est opéré, la situation dans les banlieues était décrite il y a 30 ou 35 ans par le film La Haine. Ouais. Et aujourd'hui, on est passé à Bac Nord, en fait. Oui, c'est ça. Vous avez un chapitre de La Haine à Bac Nord, c'est ça, et qui montre ce cheminement, quoi, cette évolution. Il n'y a pas de date de bascule. C'est un long processus de pourrissement qui s'est opéré avec, encore une fois, une économie parallèle qui s'est structurée, une logistique qui est parfaitement au point, des réseaux de corruption, de l'achat d'armes, etc., etc. Ouais. Et ça, on a du mal aujourd'hui à y faire face. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en plus un trafic international, c'est-à-dire que ce n'est pas propre aux petits dealers locaux qui sont installés, c'est-à-dire c'est les fameux narcotrafiquants, oui, ça circule de partout. Il y a du communautarisme qui s'est monté derrière ça en plus. Tout ça s'enchaîne. Ouais. Regardez aussi les franchissements de seuil avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Marseille, où une organisation désormais célèbre qui s'appelle la DZ Mafia a organisé une conférence de presse clandestine en reprenant les codes du FLNC, avec des hommes cagoulés de noir, une table avec un drap blanc avec le logo de cette organisation, pour s'adresser au procureur de la République et lui indiquer que cette organisation n'était pas derrière les récents crimes qui avait eu lieu. Donc là, on est passé vraiment à autre chose. Mais ayons aussi à l'esprit que si tout ça existe, et on en parle assez peu, je trouve, c'est parce que aussi nous avons des millions de consommateurs qui quotidiennement, alors ça quotidiennement, partout en France, viennent sur les points de deal où se font maintenant livrer ce que le ministre de l'Intérieur a parfaitement identifié quand il dit voilà, le rail de coke ou le joint ont le goût du sang, parce que il faut s'attaquer au réseau, mais il y a bien quand même une demande qui est absolument massive. Oui, c'est ça. Et puis, alors après, parce qu'il y a quelques années, on disait attention, les quartiers peuvent se déchaîner, peuvent brûler. Vous y revenez aussi, bien sûr, là-dessus, avec la fameuse géographie des émeutes de 2023, où il y a un contrôle des quartiers par ce que vous avez décrit précédemment, quoi. Oui. Tous ces trafiquants, toutes ces mafias. Donc on a vu cette explosion de violence consécutive à la diffusion des images de la mort du jeune Naël Merzouk en région parisienne, et via les réseaux sociaux, en l'espace de quelques heures, l'ensemble des cités et des quartiers français se sont embrasés partout sur le territoire. Mais au bout de quelques jours, alors il y a eu bien évidemment l'effet de la mobilisation massive des forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur avait déployé 40 000 hommes pour faire face à ces émeutes. C'était 4 fois plus que lors des émeutes de 2005, donc ça a bien évidemment eu un effet dissuasif. Mais les enquêtes de terrain ont montré aussi que l'ordre était revenu dans certains quartiers parce que les dealers avaient sifflé, si je puis dire, la fin de la récréation, parce que les émeutes et la présence policière nuisaient au business. Oui. Et dans ces business, alors, est-ce que certains décrivent des situations où des quartiers sont détenus par des mafias, mais par des communautés, je ne vais pas forcément les décrire, mais on a en souvenir ce qui s'était passé aussi à Dijon avec, par exemple, des Tchétchènes et les Maghrébins. Alors, ça s'étend aussi sur tout le territoire. Alors, comme dans d'autres systèmes d'économie parallèle ou mafieux, il y a des recrutements sur des bases communautaires parce qu'on se fait confiance, on recrute, on travaille en famille, si je puis dire. Et donc on voit bien ce qui se passe historiquement aux États-Unis, par exemple. Et donc je reprends l'exemple de Marseille, cette fameuse DZ Mafia. DZ, c'est l'indicatif de l'Algérie, donc les choses sont clairement exprimées. Et pendant un moment, cette DZ Mafia était contre le gang des Blacks, qui étaient des Comoriens qui tenaient le trafic dans d'autres quartiers de Marseille. Donc vous avez parlé du cas de Dijon, mais ce qui s'est passé il y a quelques jours, hélas à Poitiers, donc il y a eu une fusillade et ensuite une rixe entre des bandes, et la presse locale a relaté des affrontements entre membres de la communauté guadeloupéenne versus des Maghrébins. Donc selon les endroits, on va avoir ce type d'organisation qui se met en place. Oui, Jérôme Fourquet, vous êtes analyste, vous êtes expert en géographie, directeur du département opinion à l'IFOP, et là c'est à vous, directeur d'opinion à l'IFOP, que je m'adresse. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont conscience de cette évolution de la France, ce pays
pays fracturé et à ses multiples facettes en fait que vous décrivez aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a d'une part de la population une forme de déni ou une exagération de la part d'autres? Alors, on va pas raisonner en généralité, on va avoir une prise de conscience de l'ampleur de ces transformations qui va être variable selon les publics concernés. Tout ce qu'on a évoqué précédemment, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de déni en France, parce que les yeux se sont ouverts quand vous faites la triste... Je ne suis pas sûr. Quand vous discutez avec certaines catégories de population, d'ailleurs que vous décrivez en fait, ils disent que non, tout ça, oui, bon, alors certes il y a des problèmes, mais on exagère, alors, ils ne voient pas en fait les choses de la même manière. Oui, mais par exemple sur le trafic de drogue et les drames que cela génère, vous voyez des villes comme Grenoble ou autres, le discours a quand même évolué, notamment de la part de certains élus locaux, parce que vous savez, c'était Lacan qui disait le réel c'est quand on se cogne, et donc là à Nantes, à Rennes, à Grenoble, la litanie des victimes, leur âge, la géographie des quartiers qui sont concernés font qu'on ne peut plus détourner le regard. Si on raisonne plus globalement, ces Français sont aussi quelque part acteurs de ces métamorphoses françaises, puisque ils ont adopté des comportements, des habitudes, des modes de vie qui sont très éloignés de ce qui se passait historiquement. Je reviens notamment sur les changements anthropologiques, je les appelle comme cela, que le pays a connus. Donc prenons deux exemples très concrets. Nous étions il y a quelques jours en période de Toussaint, et quand on s'intéresse aux rites funéraires, on voit comment la transformation était spectaculaire et excessivement rapide. En 1980, 1% seulement des obsèques donnaient lieu à une crémation. Donc c'était impensable au sens premier du terme, on n'y pensait même pas. Aujourd'hui c'est 43%. Et au rythme où vont les choses, cette tendance, cette pratique sera majoritaire dans quelques années. On n'ira plus dans les cimetières. Ou alors en fait avec des urnes qui seront dans des tombes. Et donc vous voyez là c'est des choses qui se sont passées très rapidement parce que c'était resté immuable pendant les années et on n'a forcé personne. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont un autre élément anthropologique, toujours sur le rapport au corps, et je reviens dessus dans le livre. Une autre pratique qui était totalement sous radar il y a 40 ans, la pratique du tatouage. Aujourd'hui c'est 20% de la population adulte qui est tatoué, 1% des 65 ans et plus, donc qui sont nés à une époque où ça ne se faisait pas. Leurs enfants, leurs petits-enfants sont tatoués à hauteur de 40%. C'est ça. Vous ne jugez pas, mais vous décrivez la situation. C'est ce que l'on va continuer de faire avec vous, Jérôme Fourquet, Métamorphose française, sur aussi le changement de population dans beaucoup d'endroits, et puis le changement de notre économie aussi, la fameuse désindustrialisation et une économie low cost et une économie de la débrouille qui s'est mise en place. C'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant sur Sud Radio. Il est 9h17, la vérité en face. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec donc Jérôme Fourquet jusqu'à 9h30 et tout à l'heure Nicolas Bavrez qui sera avec nous. Le sursaut, finalement ça tombe très bien, ça s'enchaîne très bien. C'est un petit peu voulu. Où va la France avec l'état des lieux, la photographie, et ensuite Nicolas Bavrez, considéré comme un déclinologue, bien sûr, et qui dit quand même la France tombe, mais il peut y avoir un sursaut. On verra avec lui tout à l'heure quel sursaut possible. Jérôme Fourquet, pour poursuivre la discussion, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, c'est vrai que la France évolue et change en fait à vitesse grand V. Sur le changement de population, est-ce que nous sommes devant un grand changement ou non? Parce que on va pas parler de grand remplacement parce que certains évidemment le contestent, d'autres disent que c'est une théorie probablement. Mais qu'est-ce que vous le dites, vous le décrivez en fait cette évolution aussi de la population? Alors plusieurs choses de ce point de vue-là. D'abord, ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire que la population française dans ses habitudes profondes, dans ses modes de fonctionnement, est aujourd'hui sur des référentiels qui sont très différents de ceux d'hier, et ça sans même parler d'immigration. Vous voyez, le tatouage, les rites funéraires, tout ça a beaucoup changé. C'est une évolution sociétale. Sociétale, mais même anthropologique. Vous voyez, donc là c'est l'effondrement terminal de la vieille matrice judéo-chrétienne. On passe à autre chose. Et la structure familiale qui évolue aussi avec ça. Vous voyez, aujourd'hui 60% des enfants qui naissent sont des naissances hors mariage. C'était 60% hors mariage. Alors, ça ne veut pas dire que les parents sont séparés. Bien sûr. C'est plus de 60%, c'était 10% au début des années 80. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a un changement sur le référentiel très profond. Deuxièmement, la population française elle-même a beaucoup bougé géographiquement.
ce que nous on appelle en clin d'œil le grand déménagement, avec des gens qui se sont arrachés de leur terroir familiaux, d'où aussi le fait qu'on privilégie maintenant la crémation au moment des obsèques, parce qu'on dit mais on est à 500 km du caveau familial, nos propres enfants ne viendront pas nous visiter là où on se ferait enterrer parce qu'eux-mêmes n'habitent plus là. Donc tout ça fait bouger les choses. Et regardez dans les régions où vous êtes très présents, dans le sud de la France, comment il y a eu un apport de population du Nord, etc. C'est là où on vous dit l'accent se perd. Et c'est aussi parce que beaucoup de gens... c'est vrai, avec un grand mixte finalement des populations du Nord, des gens qui disent je vais aller chercher le soleil, grosso modo. Tout ça a bougé. Et puis d'autres qui viennent en fait du sud aussi, plus au sud. Il y a eu l'apport des... Et vous avez, dernier ingrédient dans ce grand mouvement, bien évidemment aussi l'effet d'une immigration au long cours qui aujourd'hui est très visible dans les chiffres. Donc si on regarde par exemple l'indicateur du pourcentage de nouveau-nés qui reçoivent un prénom qu'on qualifie d'arabo-musulman, alors c'est un prénom qui se raccroche au Maghreb, à la Turquie ou à l'Afrique subsaharienne ou à la tradition musulmane, c'était 1% des nouveau-nés en 1960, c'est 21% aujourd'hui. Donc on voit bien là aussi les transformations qui sont en cours. Alors attention, ce 21%, c'est pas 21% de la population totale, c'est des nouveau-nés, donc c'est la France de demain. Et puis quand on fait le détail, on voit que on a beaucoup de prénoms maghrébins, bien sûr, compte tenu de notre histoire, mais au sein de cette grande famille de prénoms maghrébins, il y a kabyles et non kabyles. Ensuite, vous avez les prénoms turcs. Kurdes et non kurdes. Ensuite, vous avez prénoms d'Afrique subsaharienne. Et en fait, c'est un petit archipel en soi qui s'arrime à l'archipel principal. C'est la mosaïque des prénoms, c'est cette carte évidemment avec tous ces prénoms en fonction un peu encore des régions tout de même. Oui, alors bien sûr, il y a des et alors autre élément qu'on décrivait, si on reste sur les prénoms et nonobstant cette question de l'impact de l'immigration. En 1945, donc c'est une des premières années du baby-boom, où il y a énormément de naissances en France, on recense à peine 2000 prénoms différents dans l'année, garçons et filles confondus. Et ce stock de prénoms, ce panel, avait quasiment pas bougé depuis la Révolution française. Ça suffisait au bonheur des familles françaises pour appeler leurs garçons ou leurs filles. Aujourd'hui, on a plus de 13 000 prénoms différents enregistrés chaque année, alors même qu'il y a moins de naissances qu'à l'époque du baby-boom, parce que aujourd'hui, le principe qui prévaut dans les familles, c'est la distinction et la singularisation de l'enfant, alors qu'historiquement, on inscrivait l'enfant dans un héritage, une continuité, en lui donnant le prénom du grand-père ou de la grand-mère. Et donc, vous voyez que là... Et ce grand chambardement, Jérôme Fourquet, de structure familiale qu'on évoquait en fait tout à l'heure, structure de population aussi, est-ce que ça conduit à une perte peut-être de repères par rapport à ce qu'on avait construit effectivement en France, et qu'il faut s'adapter, et c'est l'un des défis du moment, quoi. Oui, bien sûr. Alors c'est un des éléments qui explique peut-être sans doute aussi le spleen, la nostalgie qui peut ou le sentiment de ne plus reconnaître son pays. Mais encore une fois, qui n'est pas lié uniquement à la question de l'immigration, c'est-à-dire que c'est l'ampleur de ces transformations. Je prends juste un autre exemple. Vous voyez, on a évoqué tout à l'heure les naissances hors mariage. Une institutrice qui aurait commencé sa carrière en 1980, elle avait dans sa classe un enfant sur 10 dont les parents n'étaient pas mariés. Quand elle est partie à la retraite en 2015 ou 2020, elle avait 65% de sa classe dont les parents n'étaient pas mariés. Donc, vous voyez, les choses ont bougé. Avec une institutrice qui était dans la classe moyenne, le haut de la classe moyenne il y a quelques années, en termes de rémunération, et qui aujourd'hui se sent déclassée. Se sent déclassée, en fait, aussi. Quels sont les éléments le plus marquants sur le plan économique pour vous aussi? On a parlé de la désindustrialisation, et vous parlez de l'économie de la débrouille et de low cost. En fait, il y a eu une grande bascule aussi dans les années 80, c'est comme on est passé d'une économie qui était encore structurée autour de la production, l'industrie et l'agriculture, pour aller vite, à une économie qui tourne dans tous les sens du terme, d'abord et avant tout maintenant autour de la consommation. D'où la question centrale du pouvoir d'achat, puisque c'est par la consommation qu'on fait la croissance. Donc ça, c'est la bascule majeure, si vous voulez. Donc on est passé du site de production de l'usine à l'entrepôt ou à la zone commerciale, avec l'explosion dans nos paysages du nombre de zones commerciales qui sont aujourd'hui le cœur battant de la société française contemporaine. Là où les choses se compliquent, c'est que pour qu'on fasse cette croissance par la consommation, il y a sans cesse de nouveaux désirs, de nouveaux services, de nouveaux produits qui sont mis sur le marché, et on a toute une partie de la population qui, au bout d'un moment,
ne s'appauvrit pas forcément en absolu, puisqu'elle n'est pas plus pauvre que dans les années 80, mais elle n'arrive plus à suivre la cadence. Elle ne peut plus acheter le dernier smartphone, le dernier écran plat, etc., etc. Et elle se sent en situation de décrochage. C'est le terreau tout à fait identifié de la crise des gilets jaunes. Par exemple, des gens qui disaient on travaille, mais on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Avec aussi le logement qui a augmenté. Et donc pour répondre à ça, ça a été l'essor d'abord, en termes d'offres, du low cost. Le discount, dans le secteur automobile, la marque Dacia. Vous ne pouvez plus acheter du Peugeot ou du Renault, vous achetez du Dacia, vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'occasion. 30% moins cher, globalement. 30% moins cher. Et puis, ses propres consommateurs, non seulement ils ont fait ce qu'on peut appeler ce marché secondaire, on peut plus acheter de la marque, donc on se rabat un peu. Et puis on développe aussi ce que nous on appelle l'économie de débrouille. Donc c'est la France du bon coin, les reventes d'objets entre particuliers, c'est l'essor spectaculaire ou le retour en vogue des braderies. Les vides-greniers, les foires à tout, les bric-à-brac, il y en a 50 000 chaque année en France, pour essayer de se maintenir à flot et pour continuer d'acheter de la marque, comme on dit, sur certains produits. Et bien sur tout le reste, on va aller chercher du prix et on va les faire au plus juste. Et donc c'est cette économie de la débrouille qui marque aussi nos paysages et nos territoires. Merci Jérôme Fourquet. Je ne sais pas si l'économie de la débrouille, ça peut être l'avenir de la France. C'est ce qu'on verra dans un instant avec Nicolas Bavrez, qui écrit le sursaut et qui revient sur ce qu'il avait dit aussi et ce qu'il avait décrit, considéré comme le père ou le pape des déclinologues par un certain Dominique de Villepin. On va voir ça avec lui jusqu'à 10h. Merci Jérôme Fourquet. C'est passionnant, évidemment, votre livre Métamorphose française. Vous reviendrez. On fera une petite série autour de l'évolution de la France. Dans un instant, la vérité en face jusqu'à 10h.